Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire. À propos des classements, on est ravis de vous retrouver. Alors le temps qu'on s'installe, le temps qu'on fasse entrer les gens dans le webinaire, n'hésitez pas, à dire bonjour dans l'onglet de chat si vous voulez, de ne pas hésiter à donner des petites infos, hein, d'où vous venez, club, région, les niveaux de classement, ça nous donnera aussi des petites idées de choses. On espère que toute la France est représentée, évidemment métropolitaine et ultramarin, compris. On va être ensemble une heure et demie normalement, mais vous inquiétez pas, vous aurez le temps de poser vos questions, d'échanger. On va se présenter évidemment parce qu'on est nombreux aujourd'hui, hem, dans ce à vos côtés, je dirais en présentation. Peut-être Robin pour commencer, si tu veux peut-être faire coucou vu que c'est toi qui vas animer avec moi ce webinaire? Ouais, bonjour à tous, ravi qu'il y ait autant de monde, inscrit et présent ce soir. Donc, merci à tous, d'être venus. On représentera un petit peu l'équipe plus tard, mais en tout cas, hâte de partager avec vous, les avancées, sur la réforme du classement aujourd'hui et et voilà, bon, on lance dans 3-4 minutes, Jules, non? Ouais, à 35. Ouais, c'est ça. En amont, peut-être vous rappeler les règles du jeu aujourd'hui. Le but du jeu, c'est qu'on va vous présenter hein, globalement les travaux, où on en est, pourquoi. Enfin, on va essayer de répondre à un maximum de questions. Derrière, vous laissez évidemment un temps pour poser des questions. Et pour ça, je vous invite à utiliser l'onglet discussion, l'onglet chat, de les poser dedans. Toutes les questions ne seront pas répondues, on imagine, car il peut potentiellement y avoir beaucoup de questions. Donc ce qui va se passer, c'est que, et on remercie les équipes professionnelles de la fédération qui sont là, c'est eux vont les récupérer. On va répondre en live, à un maximum de questions, hein, triées par Alexandre, qui sera présenté d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais je remercie aussi tous les autres qui sont là. Et puis toutes celles qui n'auront pas pu être répondues en live, on reviendra vers vous dès que possible. Avec les vacances, ça sera peut-être un petit peu plus tardivement que la semaine prochaine, évidemment. Ça sera plutôt d'ici la rentrée, grand max. Mais voilà, histoire juste que vous soyez au clair. Donc, l'onglet discussion que vous pourrez retrouver en bas à droite, il y a peut-être déjà un petit numéro rouge qui sont vos notifications. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser pour commencer. Et puis, on va attendre jusqu'à 35 globalement pour pouvoir commencer ce webinaire qui va se découper. Est-ce que Robin, tu veux juste bien redire comment il va être découpé? Ouais, alors, en très, gros smile déjà, on va parler, et vous présenter un peu, tout ce qui a été fait, depuis maintenant 1 an. Donc il va y avoir une présentation qui va durer entre 45-50 minutes, peut-être un petit peu plus et ensuite il y aura un temps pour les questions. Donc, comme vous a expliqué Jules, vous pourrez les noter, dans le chat, à ce moment-là. On les compilera, on répondra à toutes vos questions. Enfin, à toutes. Ça dépend du nombre, comme l'a dit Jules. Mais en tout cas, elles seront toutes bien notées si on n'a pas le temps de répondre d'ici la fin de la présentation et du webinaire. Ouais, Euh, alors, on me fait signe qu'il y a un petit sujet technique là. Pour l'instant, la discussion est désactivée. On est en train de regarder ça pour essayer de rétablir. Évidemment, le but du jeu étant que vous puissiez poser vos réponses le plus rapidement possible. Donc, on va juste attendre un tout petit peu pour pouvoir permettre de rétablir ça. Alexandre, Dorothée ou Guillaume, si l'un de vous peut On nous s'en faire signe quand c'est charge, bon. on essaye de rétablir ça le plus rapidement possible. Bon, top. Euh, On peut peut-être faire un rapide tour de table quand même pour vous présenter l'équipe fédérale qui est là, afin de répondre à vos questions. Ça nous fera peut-être gagner ce temps-là. Robin, peut-être que, allez, je te laisse commencer et puis on présentera pour l'équipe les autres membres qui Ouais, sont très, présents. très rapidement, donc Robin Nicolet, donc moi je suis chargé de mission sur la réforme du classement. Donc c'est moi qui chapeaute un petit peu ce projet depuis septembre dernier. Voilà, donc je suis joueur à Paris avec un classement D7, donc petit classement. Ce qui ne m'empêche pas d'être bénévole. Enfin, alors juste, je suis bénévole, je ne suis pas professionnel, donc je suis sur ce projet-là. Et parce que dans la vie, je suis CTO d'une startup que j'ai créée, donc voilà.
en un mot qui je suis. Et je vais peut-être laisser Frédéric, qui est bénévole aussi sur le projet, se présenter en 1 minute s'il veut. Oui, bonsoir à tous. Oui, comme Robin, je suis bénévole sur ce groupe de travail sur le classement. Je suis un jeune du monde du badminton. Ça fait moins de 10 ans que je joue au bad. Ça fait 7 ou 8 ans à cause de mes enfants. Souvent on dit ça, mais voilà, c'est mes enfants qui m'ont amené là-dedans. Je suis président d'un comité départemental élu à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, le sujet m'intéresse dans sa globalité. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint le groupe de travail avec Robin, Jules, Alex. Et écoutez, Jules Arduin, moi je suis vice-président de la fédération en charge notamment de la vie sportive qui intègre tout un tas de sujets, dont celui des classements, des compétitions. Et donc je vois que ça marche dans le chat, magnifique. Et écoutez, maintenant que ça marche, bonjour à tous. N'hésitez pas à vous présenter, comme on le disait. N'hésitez pas à nous faire signe, n'hésitez pas à poser des questions, c'est le plus important. Et je passe la parole à Robin pour lancer ce webinaire. On est parti. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour l'introduction. Merci à tous d'être là. Aujourd'hui, sur la réforme du classement. Ah, attendez, il faut que... Tac. J'arrive à passer mes slides. Parfait. Sur le plan donc, de ce dont on va parler, donc comme je disais, une présentation d'abord sur déjà les enjeux de la réforme, donc pourquoi cette réforme. Ensuite, on parlera donc, de tout ce que le groupe de travail a fait, donc la méthodologie qu'on a adoptée, puis la constitution du groupe de travail, quels objectifs ont été donnés au système de classement, comment ce système a été construit, et ensuite une petite overview des prochaines étapes. Et donc, comme je disais, ça devrait prendre à peu près 50 minutes, et ensuite on aura des questions-réponses à la fin. Voilà. Jules, si tu veux. Alors, merci beaucoup pour l'intro, Robin. Moi, je vais juste replacer, et je vais laisser beaucoup parler Robin et Frédéric, évidemment, et les autres qui ont travaillé sur ce groupe de travail, mais c'est pour replacer un petit peu politiquement pourquoi on s'attaque à ce sujet. D'ailleurs, ça s'est bien vu sur Facebook, qui a été une des questions posées, évidemment, sous l'annonce de ce webinaire. Encore un changement, pourquoi ça change, etc. Et c'est vrai, et on va voir, hein, on va essayer de vous expliciter réellement ce qui se passe. En fait, le classement, il donne l'impression de beaucoup changer, mais la structure du classement, c'est la même depuis 8 ans aujourd'hui. Donc, c'était déjà aussi un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'on a un système. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour potentiellement faire un bilan et voir un petit peu ce qui se passe, et puis évidemment, se poser la question de sa structure de base. Le deuxième, je le disais, c'est ce sentiment aussi qu'on a tous, hein, qui vient du terrain. Moi, je ne l'ai pas dit, mais donc je suis joueur aussi, hein, R6 pour le coup. Ça fait 30 ans aussi que je fais du badminton, pas loin. Donc, on est souvent sur des tournois. Sur cette remontée, on l'a régulièrement. Et puis, on voit bien aussi sous tout un système de remontées autres, hein, que ce soit les tickets qui sont envoyés à la fédération, que ce soit l'instabilité du classement. Voilà, on a un ensemble de problèmes récurrents qu'on doit traiter. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme d'insatisfaction de ce point de vue-là. Et puis, le dernier, c'est que le contexte, il évolue. Le sport évolue. À l'heure actuelle, il évolue très vite. On a Paris qui arrive, Paris 2024, bien sûr, qui arrive. Voilà, on a un contexte qui évolue, et puis on a beaucoup de volonté aussi de transformer les formats de compétition. On en reparlera un tout petit peu plus loin. Mais voilà, aujourd'hui, il y a la question de commencer à se pencher sur c'est quoi les 10 prochaines années du badminton, et donc est-ce que notre système de classement, il va répondre à ces enjeux des 10 prochaines années. Donc, c'était un petit peu la base qui nous a fait dire aujourd'hui, il fallait arriver, en tout cas, il fallait analyser, il fallait relancer ce chantier autour du classement, juste s'interroger, est-ce que le classement, il permet ou non d'aller sur ces grands enjeux, et sinon, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et c'est dans ce cadre-là que Robin est arrivé. Voilà, donc voilà pourquoi on fait un petit peu cette réforme. Du coup, je vais vous parler un petit peu de la méthodologie et des échéances, parce que du coup, en début de projet, on a découpé ce projet-là en 4 grandes parties. Donc la première, c'était la construction du groupe de travail.
avec pour objectif de trouver et identifier toutes les personnes qui allaient participer directement, mais aussi qu'on allait interroger, les élus, les personnes dans les territoires, les joueurs, etc. Ensuite, on a une partie définition des objectifs et des paramètres que devait avoir ce système. Et une fois qu'on a validé les objectifs, on s'est dit, quand on aura les objectifs bien clairs, on va construire un système qui répond à ces objectifs. Et puis, il y aura toute une phase de affinage vraiment fin de tous les paramètres, règlements, cahier des charges, etc. Donc, d'un point de vue timeline, qu'est-ce que ça donne? On a commencé en septembre dernier, on a construit le groupe de travail jusqu'à, en gros, début octobre. On a défini les objectifs qui ont été validés en février. Et depuis, donc, on a travaillé à la construction du système qui répondait à ces objectifs. La validation de la structure globale a eu lieu le 7 juin. Et donc, aujourd'hui, on vous fait cette présentation un petit peu à mi-parcours pour vous tenir au courant. La prochaine étape, ça va être l'affinage et l'itération des paramètres. On en reparlera plus tard. Et puis, le développement pour une mise en œuvre effective pour la saison 24-25. Donc, ne vous inquiétez pas, le classement ne va pas changer là en septembre et vous n'êtes pas au courant. Ce sera pour l'année 24-25. Donc, voilà un petit peu pour la timeline. Ouais, je rebondis juste sur ce point, Robin, ça c'est que tout le monde soit au clair. C'est une ambition et c'est une ambition c'est déjà très rapide, c'est-à-dire de mener un projet de fond en comble comme ça en 2 ans. Donc ça, c'est l'objectif idéal. Encore une fois, il nous reste dans la façon de construire toute une étape de gestion de projet, d'identification des problématiques que ça doit poser, de transformation interne. On ne sait pas encore en combien de temps précisément ou potentiellement même ce que ça va coûter. Donc, il y a une possibilité aussi que ce projet-là prenne un peu plus de temps. Mais en tout cas, l'objectif aujourd'hui, ça serait de réussir à le mener pour la rentrée 24-25. Donc voilà un petit peu pour comment on a découpé le projet, quelles sont les échéances. Donc je vais rapidement en fait reprendre tous les différentes phases du projet et vous expliquer où est-ce qu'on est allé. Sur le groupe de travail objectif, on va aller assez vite. Sur la construction du système, c'est là qu'on passera plus de temps parce que c'est le cœur du réacteur et donc c'est là qu'il y aura le plus de choses. Du coup, donc comment est constitué le groupe de travail aujourd'hui? Donc de Frédéric Billard, donc, qui s'est présenté tout à l'heure, qui est joueur bénévole élu de comité et de ligue. Alexandre, qui est salarié, pro à la FFBAD, qui est cadre technique national, responsable de la vie sportive. Donc c'est la partie pro qui nous aide là-dessus. On a contacté un chercheur, donc Léo Gerville-Réache, qui est à la faculté de STAPS de Bordeaux, statisticien et spécialiste des systèmes de classement. Donc, il a aidé d'autres fédérations, il a analysé énormément de systèmes, donc c'est vraiment son domaine d'expertise. Donc, c'est la référence, disons, technique pour nous dans cette réforme, et moi-même, donc, qui cadre la mission au global. J'en profite pour glisser un petit mot. On aurait bien aimé avoir une fille pour avoir plus de mixité dans ce groupe qui est très masculin pour l'instant. On a cherché à l'époque, on n'a pas trouvé. Si jamais vous, présente ici, ou vous avez une connaissance féminine qui voudrait participer et rejoindre ce groupe de travail, ce serait avec plaisir. Donc j'en profite pour passer ce petit mot. Donc voilà pour la construction du groupe de travail. Maintenant, sur du coup, la construction des objectifs. Le premier truc, c'est le cadre stratégique du classement dans la fédération. Jules, je ne sais pas si tu veux peut-être… Si, bien sûr, on est évidemment un système de classement, ça peut paraître assez simple, mais en fait, c'est un outil extrêmement important dans une fédération sportive, évidemment. Et donc, on a posé plusieurs piliers qui semblent importants, qui nous semblaient importants en tout cas dans la construction du classement. Le premier, c'est de suivre évidemment les tendances du sport. Donc, le badminton, il s'inscrit comme dans un marché, je dirais, un peu global. Au niveau français, il y a pas mal d'études. Et aujourd'hui, on voit bien que ce marché du sport, il est en transformation. Et il est en transformation notamment sous certains éléments importants qui vont être… Déjà, les gens recherchent moins de compétition, cherchent plus de fun.
Ils recherchent des pratiques outdoor, ils recherchent des pratiques libres, ils sont conscients des enjeux sociétaux et tout n'est pas un impact direct ou aussi important sur le système de classement, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein. Si je prends les questions écologiques, la question de pouvoir se déplacer, de pas trop se déplacer, de pas avoir à traverser la France, aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même importantes dans la façon dont on peut approcher, en fait, tout le monde ne va pas se rencontrer et peut-être voyagera moins qu'avant, sur ces questions-là. Le deuxième, c'est que le classement, c'est un outil de développement dans beaucoup de fédérations. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas chez nous, mais c'était aussi l'occasion de le mettre. Si je vous prends un exemple, le golf aujourd'hui, quand vous allez faire un parcours, vous pouvez, grâce à des applis, par exemple, qu'ils ont développées, vous comparer à ce que font les scores que font les meilleurs joueurs. Alors, c'est difficilement comparable pour nous au badminton. On ne pourrait pas se comparer à un meilleur joueur sur le score qu'il a fait sur un parcours de golf. Mais en tout état de cause, le classement, c'est un super lien avec des gens qui ne sont pas dans la fédération. Et c'est un moyen de les accrocher et de les ramener dans la famille. Le troisième, c'est de participer à ce sentiment de communauté. J'ai un classement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que je peux en parler, ça veut dire que je peux en discuter. Je pense qu'ici, on est beaucoup de passionnés autour de la table. C'est aussi un vrai sujet de discussion. Et d'ailleurs, c'est le but du jour, c'est de parler de ça et de vous donner des nouvelles clés, on l'espère. Et puis, c'est au cœur de la pratique sportive, hein. Je pense que beaucoup de gens ici font des tournois, font de la compétition. Et donc, évidemment, le classement, c'est quand même un petit sujet, qu'on soit organisateur, qu'on soit joueur, qu'on soit officiel technique. Donc, c'est un enjeu dans la pratique sportive quotidienne de la fédération. Donc ça, c'est la partie vraiment stratégique de à quoi sert le classement dans la fédération. Pour construire les objectifs, dans le travail, on a fait pas mal de choses. Donc déjà, on a fait analyser par Léo, puisqu'il est chercheur sur ces systèmes, donc il connaît très bien le sujet. On a fait des analyses un peu statistiques sur notre classement actuel, voir quelles étaient plein de statistiques. On a interrogé des joueurs. Alors, on a fait un petit sondage pendant les IFB, dans la queue des IFB. Bon, on sait que ce n'est pas hyper représentatif, mais ça nous a donné une bonne idée quand même de certaines choses. On a interrogé des salariés et des élus bien choisis sur un peu tous les domaines. Et donc, le dernier point, c'est la vision stratégique dont vient de vous parler Jules. Donc ça a donné naissance à des objectifs qui sont... donc déjà, le classement doit représenter le niveau réel des joueurs. Le deuxième, c'est qu'il doit être compréhensible. Le troisième, c'est qu'il permette un maximum de types d'opposition. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qui peut jouer contre qui. Il doit permettre de classer les joueurs entre eux. Il doit permettre de classer des non-affiliés, donc être un outil de développement. Il doit valoriser, alors ça c'était quelque chose qu'on avait laissé libre pour, en fonction d'un classement, pouvoir dire ce qu'il valorisait. Il doit permettre d'expérimenter des nouveaux formats de pratique compétitifs et il doit inciter les joueurs à jouer. Voilà globalement les objectifs du système de classement. Pardon, j'ai oublié, très important en plus, il doit permettre de valoriser certains tournois, très important pour nos élus de pouvoir dire que les tournois, par exemple comités régionaux, enfin ligues et fédérations, donc les championnats départementaux, régionaux, nationaux, soient valorisés. Alors, je rebondis juste un tout petit truc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à être le plus clair possible, parce que quand vous posez juste une question à un instant T, on ne sait plus sur quel slide on est, donc de bien repréciser. Et pour rappel, on y répondra tout à la fin, d'accord, au moment des questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, essayez d'être le plus précis possible, que quand on y retourne, on soit capable de bien le revoir où on est et de pouvoir y répondre clairement. Voilà, je vois que ça commence. Et écoutez, on y répondra tout à l'heure du coup. Désolé pour la petite interruption, mais ça me paraissait important de le repréciser. Merci. Et donc, on va rentrer dans le sujet de la construction du système. Alors, par ailleurs, juste petite note sur les questions aussi. Il y a peut-être des questions dans lesquelles on va répondre dans la suite. Donc, n'hésitez pas à vous les noter parce que vous pourrez les poser aussi à la fin. Donc, il y a sûrement des questions auxquelles on va répondre d'ici tout à l'heure.
Maintenant, sur la construction du système, on va commencer un peu par un truc très global, c'est en fait comment est construit un système de classement. Donc, il faut savoir qu'un système de classement, globalement, ça se catégorise selon 3 grandes familles. Une première famille, c'est est-ce que le classement est glissant ou pas? Le deuxième, c'est est-ce qu'il est basé sur une valeur de tournoi ou pas? Et le dernier, c'est est-ce qu'il est basé sur l'adversaire ou pas? Ces 3 critères, vous pouvez dire oui ou non. Alors, il y a des échelles, mais globalement, c'est oui ou non. Donc, ça donne 8 combinaisons possibles totales de systèmes différents, de grandes familles de systèmes, parce que après, évidemment, il y a des réglages plus fins. Donc, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, le critère de période glissante, qu'est-ce que ça veut dire? Un classement glissant, c'est un classement qui va être calculé à une période, enfin à un instant, pardon, en se basant sur les résultats d'une période donnée. Donc, par exemple, sur les 12 derniers mois glissants, mis à jour tous les mois, c'est l'exemple que vous avez ici, on va prendre les résultats des 12 derniers mois et à partir de ça et une formule, on va calculer un classement. Les avantages d'un classement glissant, c'est qu'il va être très stable, il va être globalement assez stable, puisqu'on va avoir des formules de type moyenne, etc. Et donc, il va globalement lisser les résultats sur la période concernée. L'inconvénient principal, c'est qu'il y a besoin de formules pour gérer tous les cas de gens qui ne jouent pas assez. C'est-à-dire qui ne font pas le nombre de matchs ou de rencontres suffisants pour être classés bien. Il va falloir des formules, il va falloir plein de formules en gros. Donc ça va moins bien marcher pour eux. Le classement non glissant, à l'inverse, c'est des classements qui du coup prennent en compte tout l'historique du joueur. Donc l'avantage des systèmes non glissants, ça va être que on va pouvoir s'adapter plus rapidement, puisqu'on ne va pas être sur une moyenne glissante, on va pouvoir le faire modifier un peu plus rapidement. Donc ça va aussi bien fonctionner pour des joueurs qui font peu de compétition, puisque votre classement ne dépend pas d'un certain nombre de résultats. L'inconvénient, c'est que ça oblige à faire perdre des points, puisque un classement non glissant, forcément, il y a un moment, si vous ne perdez pas de points, ça finirait à l'infini, donc il faut pouvoir faire perdre des points. Alors, ça peut être vu comme un inconvénient, en tout cas. Donc, je vous ai mis des exemples. Un exemple de classement glissant, c'est le tennis français ou ATP, pour ceux qui connaissent, ou le classement BWF. Notre classement actuel est glissant aussi, hein. Les exemples de classement non glissant, ça va être les échecs, le tennis de table, pour ceux qui connaissent le golf, le classement FIFA, sont des classements non glissants. Ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère, c'est le critère de valeur de tournoi. Donc, est-ce qu'on base un classement sur une valeur de tournoi? Ça, qu'est-ce que ça veut dire, la valeur de tournoi? Ça veut dire qu'on va attribuer des points à un tableau et on va déterminer qui peut gagner combien de points en fonction d'où il arrive. Donc, par exemple, ici, je vous ai mis 2 exemples. Alors, le vainqueur va gagner 1000 points, les finalistes vont gagner 800 points, les demi-finalistes 650, etc. Je vous ai mis un autre exemple en dessous avec une poule de 4 personnes. Une poule qui vaut 1000 points, le premier va gagner 1000 points, le deuxième 800, le troisième 650, etc. Donc ça, c'est en gros, on donne des points à un tableau et ensuite les joueurs gagnent en fonction d'où ils arrivent et ça ne dépend donc pas des personnes contre qui ils jouent spécifiquement. Les avantages, c'est que ça va valoriser la régularité. Donc, si vous êtes dans un tableau à 1000 points, enfin, si vous faites plein de tableaux 1000 points et que vous arrivez tout le temps en finale, vous allez gagner plein de points. Mais si vous n'arrivez jamais à passer les 8e, ça va être plus compliqué. Le gros avantage principal, c'est que ça permet de valoriser les tournois indépendamment des joueurs inscrits. Puisque si on dit ce tableau vaut 1000 points, ça va permettre d'attirer des joueurs parce qu'il y a beaucoup de points, etc. Mais en tout cas, on va valoriser un tournoi en lui donnant un certain nombre de points. Les inconvénients, ça va être que si vous êtes dans un tournoi avec beaucoup de cotes, avec beaucoup de points à gagner, mais beaucoup de joueurs très forts, du coup, qui sont venus se battre pour ces points, vous allez potentiellement battre plein de joueurs très forts, mais pas gagner beaucoup de points, parce que vous allez perdre en demi, par exemple. À l'inverse, si vous avez un tableau un jour qui est un peu surcoté, c'est-à-dire il y a beaucoup de points en jeu, mais les joueurs présents ne sont pas très forts, vous allez gagner beaucoup de points alors que vous ne les méritez pas forcément. Un autre inconvénient, c'est que ça nécessite
beaucoup de formules et d'équilibrage pour chaque type de tableau, puisque du coup, il y a pool plus élimination directe, pool unique, etc., etc., etc. Et donc, chaque formule de tableau nécessite des coefficients. Donc, c'est compliqué à équilibrer. Dans un environnement où il y a beaucoup de types de tableaux. Hein, mais vous savez que dans notre environnement actuel de la Fédération de badminton, il y a beaucoup de types de compétitions différents. Et enfin, un tableau, du coup, ne donne qu'une performance. Donc ça, c'est un inconvénient par rapport au nombre de matchs, qui est que sur un tableau, vous allez potentiellement faire 5-6 matchs, mais ce qui va donner qu'un seul résultat, qui va compter pour votre classement. Donc, il va falloir faire beaucoup plus de tournois pour avoir un classement fiable avec ce genre de système. L'exemple le plus que tout le monde connaîtra ici, enfin peut-être, je ne sais pas, mais c'est celui de la BWF. Donc, vous avez les Super 300, Super 750, Super 1000, et vous savez que si vous allez en Super 1000, vous avez tant de points à gagner si vous allez en finale, etc. etc. Donc voilà sur qu'est-ce que c'est le critère de valeur de tournoi. Donc un classement, il peut être basé là-dessus ou pas. Le dernier critère, c'est la valeur de l'adversaire. Bon, là, c'est assez simple. C'est vous êtes un joueur, vous jouez contre un autre joueur, vous avez des points, il a des points, ou elle, ou il au pluriel si c'est du double, hein, bien sûr. Je parle beaucoup en termes de simple, hein, mais tout s'applique au double et au mixte, évidemment. Donc là, c'est en fonction de vos points et des points de l'adversaire que vous allez gagner des points. Donc chaque match peut rapporter ou éventuellement perdre des points. Donc il y a des variantes avec perte de points et des variantes sans perte de points. C'est les exemples que j'ai mis à gauche. C'était assez difficile de faire parler ça, donc pardonnez-moi pour le graphe. Les avantages d'un système qui est basé sur la valeur de l'adversaire, c'est quoi? C'est que comme ça valorise directement en fonction de l'adversaire battu, l'enjeu de votre match, il est très clair. Par ailleurs, c'est très simple de développer plein de formats compétitifs, puisque le format de tableau n'influence pas les points qui vont être gagnés. Donc, pool unique, élimination directe, etc., etc. Comme on se base que sur le match, on peut permettre plus de types de tableaux. Le dernier truc, c'est que ça peut s'adapter très rapidement à la forme des joueurs, puisque du coup, vous allez avoir un résultat par match. Si vous faites beaucoup de tournois et que vous perdez beaucoup, vous allez potentiellement gagner rapidement. Et à l'inverse, si vous faites un tournoi où vous gagnez tous vos matchs, vous allez pouvoir monter rapidement. L'inconvénient principal, c'est que ça récompense fortement potentiellement une victoire contre un joueur qui serait très fort et qui se blesserait. Donc ça peut être un inconvénient de ce genre de système. Donc ça, c'est le critère de valeur de l'adversaire. Donc, pour reprendre ces trois critères, un classement, les grandes familles, c'est soit glissant ou pas, soit basé sur une valeur de tournoi ou pas, et soit basé sur l'adversaire ou pas, et une combinaison de tout ça. Ça donne donc 8 modèles possibles. Petite précision, ces modèles, ils sont toujours adaptés. Par ailleurs, il y en a 2 qui sont entre guillemets impossibles. C'est les modèles qui ne prennent, je vais juste le remontrer, qui ne prennent ni en compte la valeur de tournoi, ni en compte l'adversaire. Forcément, qu'il soit glissant ou pas, si vous prenez en compte ni l'adversaire ni le tournoi, vous ne pouvez pas faire un système de classement. Donc, en vrai, il n'y a que 6 choix. Par ailleurs, tout système n'est pas bon ou mauvais, mais surtout bon ou mauvais par rapport à certains objectifs, évidemment. Donc l'intérêt, c'est de voir qu'est-ce qui répond le mieux aux objectifs. Aucun système n'est parfait, évidemment. Ils ont tous des forces et des faiblesses. Et enfin, tous les modèles, quels qu'ils soient, qu'on soit glissant ou pas, basés sur l'adversaire ou sur le tournoi ou pas, on les adapte pour prendre en compte les spécificités du sport, évidemment. Sans non plus, petite précision, trop le tordre, parce que si on modifie trop, on se retrouve avec un truc qui ne correspond plus vraiment au modèle dont ça fait partie. Je fais un petit aparté sur la cote, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le classement. En fait, une cote, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on parle des points. Donc, aujourd'hui, vous avez tous, si vous êtes sur MyFFBAD, vos 3 cotes. Si vous êtes classé et licencié. Une cote, c'est quoi? En fait, une cote, ça représente un niveau de jeu.
C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, en fonction de sa cote et de la vôtre, vous êtes censé savoir à peu près si vous avez 50% de chances de gagner chacun. Normalement, si vous avez la même cote, vous êtes censé avoir 50% de chances de gagner chacun. Ou s'il y a un certain écart, ça doit vous donner une indication sur à quel point vous êtes censé gagner ou perdre. Par ailleurs, la cote n'est pas forcément liée directement à la représentation. La représentation, c'est quoi? C'est l'enveloppe qu'on va mettre autour avec des lettres, des chiffres, donc N1, N2 jusqu'à P12. Ça va être la représentation du classement. Pourquoi je dis ça? C'est qu'une cote, c'est un nombre de points, mais la représentation que je vous donne à partir de votre cote, elle n'est pas forcément directement reliée. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est très concrètement, si une femme, par exemple, qui est N1 n'a pas forcément la même cote qu'un homme qui est N1. Pourtant, ils sont N1 tous les deux. Dans notre système, il existe une cote par tableau. Hein. Donc, voilà. Maintenant qu'on a bien expliqué, enfin j'espère, j'espère l'avoir fait et je répondrai tout à l'heure aux questions s'il y en a, mais comment sont constituées les grandes familles de classement, on va analyser un peu le nôtre déjà. Notre système de classement, il est basé sur des objectifs initiaux qui sont de valoriser la victoire finale, de se rapprocher des règles internationales pour l'établissement des classements, et c'était à l'époque de la réforme de réformer les classements en tenant compte d'une hiérarchie de l'ensemble de l'offre compétitive. Ce que ça veut dire, c'est national, régional, départemental. Le problème principal, c'est que l'architecture en fait, de notre classement aujourd'hui, elle fait cohabiter plusieurs modèles. C'est-à-dire, sur les tournois individuels, vous avez un modèle. Alors, bon, déjà, il est non glissant. Il est glissant, pardon, excusez-moi. Mais du coup, sur les tournois individuels, il est basé sur une valeur de tournoi. En interclub, il est basé sur l'adversaire et pas du tout la valeur de tournoi. Et il y a un troisième mode que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est le promobad, qui est basé, lui, ni sur l'adversaire, ni sur le tournoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles qui cohabitent. Et du coup, les correspondances entre les points que vous allez gagner dans un cas et dans l'autre ne peuvent pas vraiment être fiables, ou c'est très compliqué à équilibrer. Et du coup, il y a eu depuis 2014, mais d'où ce que disait Jules en introduction, on a vu vos commentaires sur Facebook, ça change tout le temps. Oui, il y a des patchs tout le temps, en fait, sur cette structure-là. Pourquoi? Pour essayer d'équilibrer. Mais c'est extrêmement compliqué d'équilibrer quelque chose qui fait cohabiter beaucoup de systèmes très différents. Par ailleurs, on a fait du coup une copie du modèle BWF, donc ça se comprend tout à fait. En revanche, quand on regarde des statistiques, en fait, on a aujourd'hui un panorama d'offres compétitives qui est très différente, c'est-à-dire qu'on a énormément d'interclubs, par exemple, ce qui n'existe quasiment pas à l'international. Tous nos tournois sont en pool puis élimination, enfin la plupart sont en pool puis élimination directe, là où il n'y a que de l'élimination directe à l'international. Donc en fait, on a quand même et puis surtout, et même principalement, nos joueurs ne font pas du tout autant de tournois que les joueurs de la BWF. Donc en fait, on a copié un modèle, mais on a un comportement qui est très différent pour lequel ce modèle marche pas forcément. Et enfin, ce classement, c'est un classement qui vise à aussi vous pousser à faire plus de tournois. D'ailleurs, vous l'aurez compris. D'ailleurs, le premier truc qu'a dit Léo, le chercheur, pour l'anecdote, quand on lui a présenté notre système, c'est il a dit moi, je comprends tout de suite que dans votre système, il faut que je fasse beaucoup de tournois pour gagner plein de points. Donc, on pourrait se dire le tournoi va pousser, le système de classement va pousser les joueurs à la compétition. En fait, pas du tout. Quand on regarde le nombre de matchs joués par joueur en moyenne par année, il n'a pas du tout changé avec la réforme de 2014. Par ailleurs, il a quand même des points qui sont très positifs, donc on note évidemment. L'actualisation hebdomadaire, qui est plutôt appréciée de tout le monde. Il permet de valoriser des tournois, donc comme je disais, c'est important pour la fédération de pouvoir valoriser les tournois de ses CODEP, de ses ligues et les championnats de France. Il y a l'identification rapide de niveau, NRD, donc la plupart des gens sont d'accord pour dire que ça permet d'identifier rapidement un niveau. Et enfin, ça permet d'établir un ranking national, voilà, qui permet de faire plein de choses, mais c'est un des points positifs.
Malheureusement, on a quelques effets de bord à cause de la réalisation technique de ça, qui sont des points de friction aujourd'hui. Le premier, c'est que l'emballage, donc les classements lettrés de N1 à P12, sont en mouvement perpétuel. Donc il y a eu des patchs, notamment récemment avec le label, donc ces classements en pourcentage du nombre de licenciés. Du coup, chaque année, il y a une purge, comme vous le savez peut-être. Du coup, tous les classements sont déplacés. Et qu'est-ce qui se passe? Les joueurs changent de classement sans jouer. Donc, c'est assez compliqué pour les organisateurs et surtout assez incompréhensible pour les joueurs. Moi, je ne vous dis pas le nombre de tickets auxquels je réponds suite à cette purge. Par ailleurs, on crée des bulles un petit peu indépendantes du niveau de jeu réel, puisque le classement se basant actuellement sur les 6 meilleures performances glissantes d'une année. Je vous ai, pour information, la plupart des joueurs ont moins de 4 résultats en moyenne sur un tableau. Donc, sur un classement qui classe à 6 résultats, en moyenne des 6 meilleurs, il y a beaucoup de joueurs qui vont être sous-classés. Et en fait, ça va créer des effets où les tournois rapportent moins de points, où les joueurs gagnent moins de points, etc. Donc, des bulles inflationnistes et déflationnistes. Par ailleurs, comme on mixe plein de types de systèmes, y en a qui ont compris, je devrais peut-être pas dire ça, mais le filon, et organise des tournois par équipe, puisqu'un tournoi par équipe permet de faire 8 résultats sur un week-end, n'est-ce pas? Alors qu'un tournoi classique individuel ne permet d'en faire que 2. Donc, il y en a qui ont compris le filon, qui organisent des tournois spécifiques pour ça. Voilà. Donc, ça pose quand même un petit problème en termes de fiabilité comme un outil objectif et représentatif du niveau de jeu. Par ailleurs, donc ça c'est un peu dû au fait plutôt qu'il est glissant, mais pas que, à beaucoup de règles qui en font partie aujourd'hui aussi. Il y a une très très forte inertie. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas descendre de classement sans attendre. C'est-à-dire que si vous voulez descendre de classement, il faut attendre, ou alors faire une demande de déclassement, mais c'est bon, il faut passer par la Ligue, Puna, etc. Il y en a certains qui le font, mais c'est rare. Et par ailleurs, c'est aussi très très long de monter, c'est-à-dire que y a beaucoup de joueurs qui font 1-2 tournois par an, ils gagnent tout, et ça ne suffit pas à les faire monter de classement. Donc c'est assez compliqué de monter et de descendre. Et puis, il y a des formats compétitifs du coup, qui créent un peu des cercles vicieux. Des formats en top, c'est super pour être sûr d'avoir des joueurs bons dans son tableau, qui peuvent rapporter des points et des barèmes de tableau qui vont être hauts. Par contre, pour rentrer dans un tournoi en format top, déjà, on n'est jamais sûr d'être pris. Et puis, en plus, du coup, c'est ceux qui jouent le plus qui sont toujours pris. Donc, voilà. Au final, pas mal de points de problèmes aujourd'hui. Alors, il y en a beaucoup, je ne vous liste pas tout, il y en a beaucoup qu'on a recensés, on vous a mis les principaux ici, mais globalement, une expérience assez déceptive. Après, ce qui est important, c'est aussi, est-ce que ce classement répond à nos objectifs aujourd'hui? Donc, on a repris les objectifs et on se dit, est-ce que notre système actuel, il répond à ces objectifs? Représenter le niveau réel des joueurs, du fait de sa structure et du panorama compétitif actuel, moyennement, il y a beaucoup de joueurs qui sont sous-classés. Je précise, le sous-classement, dans un système de classement, je cite Léo, le chercheur là-dessus, il nous a dit, en fait, le sous-classement est un problème, le surclassement n'en est pas un en général dans un système de classement. Pourquoi? Parce que quand vous jouez contre des joueurs sous-classés, vous avez l'opportunité de gagner peu de points, même dans notre système actuel, puisque les barèmes de tableau sont faits en fonction des personnes qui sont inscrites. Donc en fait, vous avez l'opportunité de gagner peu de points sur des matchs très compliqués. Donc c'est très frustrant de jouer face à un joueur sous-classé. En revanche, le surclassement est moins grave, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en général, quand vous êtes surclassé, vous le savez, et donc si vous êtes un peu surclassé, que vous êtes dans un tableau où vous savez en général que vous avez un petit risque de perdre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont sous-classés dans le classement. Du coup, on représente le niveau réel des joueurs, pas trop. Permet un maximum de types d'opposition, on a mis non parce que typiquement, on ne peut pas faire jouer des hommes contre des femmes, par exemple. Il est compréhensible, pas du tout. Alors là, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer. Classe les joueurs entre eux, il le fait très bien. Vous avez le classement sur MyFFBad. Il incite les joueurs à jouer. D'un point de vue structure, il incite plutôt les joueurs à jouer, c'est ce qu'on a vu.
il valorise quoi? Il valorise la régularité pour les joueurs qui jouent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont faire au moins 6 tournois par an, voire plus. Il permet d'expérimenter des nouveaux formats de pratique très peu. Pourquoi? Parce que comme il est basé sur une valeur de tournoi, alors qui en plus est basé sur les personnes qui font partie du tableau, c'est-à-dire à moitié sur le tournoi, à moitié sur l'adversaire, tout nouveau format de pratique, il faut inventer des coefficients, les équilibrer, etc. Donc ça demande... voilà, c'est très compliqué d'expérimenter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'existe le Promobad, mais pour ceux qui ne le savent pas, un tournoi Promobad, ça vous rapporte 0,5 points, qui que soit votre adversaire. Donc c'est vraiment la solution, entre guillemets. Bon, on accepte tout, mais au moins... Mais du coup, est-ce que Promobad permet vraiment de... Enfin, le nombre de points rapportés par un tournoi Promobad vous permet vraiment de bien classer? Non. Permet de classer des non-affiliés. Bon, pour l'instant, ce sujet n'est pas abordé, donc je ne vais pas commenter. Et permet de valoriser certains tournois plus tôt, on l'a vu, avec les tournois CODEP, Ligue et nationaux qui rapportent plus. Voilà sur la partie analyse de notre système actuel. Et du coup, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que, à partir de comment sont faits les systèmes de classement et l'analyse de notre système actuel, et les objectifs qu'on a définis, est-ce qu'on peut trouver un système qui répond mieux à nos objectifs? Donc, la réponse est oui, évidemment, mais, mais qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a analysé tous les modèles, c'est-à-dire on a dessiné chaque modèle et on s'est dit c'est quoi les avantages, les inconvénients, etc. vis-à-vis de chacun de ces objectifs. Et notre conclusion, c'était de dire qu'un système qui serait non glissant, basé sur l'adversaire et pas sur la valeur du tournoi, permettait de répondre beaucoup mieux à nos objectifs. Donc vous avez à droite la petite image qu'on a terminée en workshop de à quel point ça répond aux objectifs avec des petites barres vertes et oranges. Vous pouvez voir que incite les joueurs à jouer assez moyen et permet de valoriser certains tournois, plutôt pas, puisqu'on est sur un classement basé sur l'adversaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous les systèmes de classement sont adaptés pour prendre en compte les spécificités du sport. Alors oui, je reviendrai après sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme adaptation? On a décidé de mettre en place un coefficient multiplicateur qui va permettre de valoriser certaines compétitions. Le deuxième truc, c'est qu'on fait un système qui est légèrement inflationniste, donc qui va vous inciter à jouer. Le principe est simple, vous allez gagner ou perdre des points en fonction du résultat du match et de l'écart de cote entre votre adversaire et vous. Un gros changement par ailleurs sur les cotes, donc on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qu'une cote. Aujourd'hui, on a 5 cotes qui sont différentes, les cotes des hommes et des femmes ne sont pas comparables. L'idée pour nous est de passer à 3 cotes, donc une de simple, une de double et une de mixte. Ce que ça veut dire, c'est que les cotes seront comparables entre simple homme, simple dame ou entre double homme, double dame, par exemple. Le mix est un peu différent, évidemment. À noter quelques trucs quand même. C'est pas parce que les hommes et les femmes qui ont le même nombre de points ont le même niveau de jeu qu'ils ont forcément le même classement en termes de lettres. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des lettres différentes. Avoir un classement qui met sur la même échelle les hommes et les femmes signifie pas que tous les tournois vont être mixtes avec que du simple où on croise tout le monde, puisque la décision de permettre ou pas des rencontres classantes mixtes, c'est indépendant. Pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Et enfin, il reste quand même des effets de bord à creuser, quel équilibrage, les enjeux sexistes, etc., qui restent à analyser. Mais en tout cas, l'idée est de dire, une cote étant un niveau de jeu, on ne fait pas de distinction. Je parle de hommes et femmes aujourd'hui parce que par rapport à notre classement, c'est ce qui est le plus différent. Mais c'est vrai de toutes les catégories, de toutes les catégories, qu'on soit jeune, vétéran, les critères géographiques, les personnes en situation de handicap, les valides. Il n'y a pas de raison qu'un niveau de jeu en simple, c'est une cote. Et on a décidé de garder quand même 3 cotes, puisque le simple, le double et le mixte sont des disciplines assez différentes en termes de technique, de tactique et donc de jeu en général. Et donc, garder bien 3 cotes différentes paraît quand même assez logique. Concrètement, comment ça marche?
chaque joueur a 3 cotes, une de simple, une de double, une de mixte. La différence de cote avec votre adversaire, 100 points de plus, 100 points de moins, etc., détermine une chance de victoire. Et c'est cette chance de victoire qui va déterminer le nombre de points que vous pouvez gagner ou perdre. Ça va donc donner, si vous avez plus de points que votre adversaire et que vous gagnez, c'est une victoire normale et une défaite normale. En revanche, si vous avez moins de points que votre adversaire et que vous gagnez, c'est une victoire et une défaite anormale. Donc il y a plus de points qui sont échangés lors des victoires et défaites anormales que dans les victoires et défaites normales. Comme je disais, donc ça c'est multiplié par un coefficient K qui est fonction de l'enjeu du tournoi. Et la somme des points échangés sera supérieure à 0. C'est-à-dire qu'aller faire des matchs, en moyenne, ça rapporte des points. Voilà concrètement comment ça marche. Et qu'est-ce que ça change par rapport à actuellement? Le premier truc que ça change, c'est que tous les matchs comptent. Du coup, pas de question de durée non glissant ou de maximum de résultats. Si vous n'avez pas joué depuis 6 mois, vous avez toujours le classement que vous aviez il y a 6 mois. Alors, modulo, sur une année, ça descendra pour ceux qui n'ont pas fait assez de matchs, mais en tout cas, tous vos résultats seront pris en compte. Du coup, un match fait gagner ou perdre des points, donc ça c'est assez différent d'aujourd'hui. Du coup, le stade d'arrivée dans le tableau ne compte pas. Un match, le gros truc qui change, c'est que du coup, tous les matchs, quel que soit où est-ce que vous les faites, est-ce que c'est de l'interclub, du tournoi, quel que soit le match compétitif, tous les matchs sont comptabilisés de la même manière. Ça permettra de faire des tournois mixtes en simple ou hommes versus femmes en double, avec toutes les variations possibles, un homme, 3 femmes, une femme, 3 hommes, etc. pour le double. Donc ça, ce sera une possibilité qui sera créée par ce nouveau système. Une fois, je répète, ce n'est pas parce que c'est possible que ce sera le cas et que tous les tournois seront comme ça. Et l'autre truc qui va changer, c'est que les corrections de surclassement et de sous-classement vont être beaucoup plus rapides. Du coup, c'est-à-dire que si vous gagnez tous vos matchs tout le temps, vous allez monter beaucoup plus vite, et si vous perdez tous vos matchs tout le temps, vous allez descendre beaucoup plus vite. J'ai un petit... pardon. Comment est-ce que ça répond à nos objectifs? Du coup, représenter le niveau réel des joueurs, on le sacrifie un petit peu, alors, très légèrement, en mettant un coefficient de tournoi et une inflation légère, mais c'est pour inciter les joueurs à jouer et permettre de valoriser certains tournois. Sur les maximums de types d'opposition, du coup, tout type d'opposition pourront avoir lieu. C'est assez compréhensible, c'est même beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Ça classe les joueurs entre eux, ça ne change rien, et ça permettra d'expérimenter des nouveaux formats de pratique si on souhaite les développer, ce qui était l'objectif fédéral. Voilà pour la construction du système. Maintenant, pour les prochaines étapes. Donc, il reste quand même pas mal de choses à affiner. Je ne vous les liste pas. Il y a bien vérifié que tout marche bien pour toutes les catégories de joueurs. Il y a des spécificités dont je n'ai pas parlé pour les internationaux, etc. Il y a des choses sur le classement en général, comment sont classées les paires de double, de mixte, quelle catégorie en plus des points, quel étalement de la pyramide, plein de détails techniques. Je vous les passe, mais en gros, puisque dans le... cette étape n'a pas encore... a commencé, mais on est juste dedans, puisque les prochaines étapes, c'est du coup donc affiner bien tous les paramètres et les simuler pour être sûr que ça marche bien. Et ensuite, toute une étape de développement. Voilà pour la présentation. Et donc, tout d'abord, un grand merci à tous les un grand merci aux bénévoles, aux élus, etc., qui ont répondu à nos questions, et en particulier aux bénévoles qui travaillent sur le groupe de classement, dans ce groupe de travail, pardon. En particulier Léo, qui est chercheur, qui nous donne beaucoup de son temps. Frédéric aussi, qui donne de son temps de manière bénévole. Et Alexandre, qui, même s'il est salarié, donne aussi de son temps certains soirs. Donc, merci beaucoup à lui. Et aussi, merci à tous ceux qui ont... Alors, j'en ai pas forcément beaucoup parlé, mais les systèmes de classement successifs de la fédération ont été faits par beaucoup de personnes. Nous, on a eu accès à beaucoup de documents là-dessus. Donc, merci à eux d'avoir pris nos coups de téléphone. Je ne sais pas s'il y en a ici dans le chat, mais en tout cas, toutes les personnes qui ont participé au classement précédent et qui nous ont donné des infos
Merci à eux parce que c'est ça qui nous a permis aussi de faire ce qu'on a fait. Donc voilà. Pour les questions-réponses, du coup, on va vous laisser poser les questions dans le chat. Je crois qu'il y en a déjà eu. Du coup, on va regarder ça. Et on vous a fait un petit formulaire. Si vous avez des retours à nous partager, je vous laisserai cliquer sur le lien. Je vais juste le copier. Alors, je ne sais pas si je peux le copier comme ça. Pour vous le mettre dans le chat. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Comme ça, on les regardera tous après. Merci Robin pour cette présentation. Donc, comme on vous le disait, c'était le but, c'était de vous donner la vision globale de voilà, comment on avait avancé, comment ça se construisait. Déjà, on espère que ça vous a intéressé. Premier point. Et maintenant, l'idée, c'est de prendre vos questions. Il y en a eu beaucoup. Moi, je les regardais d'un œil. Et comme on le disait tout à l'heure, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout. Hein. On va s'arrêter à 21h pour permettre de libérer les équipes professionnelles. On s'engage à revenir vers vous a posteriori. Vous aurez accès à la présentation. Vous aurez accès au replay. Ne vous inquiétez pas de ce point de vue-là. Et puis, Alexandre, qui est dans la conversation, va faire un petit peu le modérateur. Voilà, il a essayé d'identifier, dirons-nous, des ensembles de questions, des questions récurrentes, des questions qui sont particulièrement pertinentes. Il y en aura peut-être qui vont passer à la trappe, encore une fois. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de questions qui valent mieux que d'autres. On essaiera de répondre à tout et au maximum de questions. Voilà, je voulais juste conscient qu'il y a beaucoup de questions. On fait au mieux pour trier en live. Et du coup, je passe la parole à Alexandre pour lancer la première question. Alors, afin que les gens sachent comment je traite les questions, j'essaie de les prendre dans l'ordre et dans l'ordre d'arrivée. Donc, il y a probablement des gens qui auront posé les mêmes questions. Donc, voilà, je ne vais pas forcément formuler la question de la personne qui a été faite, mais qui va résumer l'idée de certaines questions. La première... une des premières questions qui a été posée, c'était de savoir est-ce qu'on va pouvoir permettre, avec ce nouveau classement, de faire rencontrer des filles et des garçons. Ouais, du coup, si vous avez bien écouté la présentation, oui. Oui. Après, il reste des choses en termes de règlement, etc., des paramètres, mais ce sera une possibilité, en tout cas, qui va être offerte par... en tout cas, qu'on réfléchit, quoi. À laquelle on réfléchit, pardon. Tout à fait. Je pense que la chose qui est importante, hein, c'est la cote qui va être partagée permettra de faire sauter cette problématique de R6 dans 2 tableaux, simple homme, simple dame, par exemple. Ce n'est pas exactement la même chose. Là, ça permettra d'avoir déjà une cote commune. Et derrière, par contre, encore une fois, ça sera à la discrétion des organisateurs. Et l'objectif, je rappelle, hein, dans l'objectif politique qui était on veut ouvrir demain les formats de compétition. Ça ne veut pas dire que les formats actuels qu'on connaît tous hein, sur le week-end, etc., vont disparaître. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ils ne correspondent pas à certaines personnes, ça ne correspond pas à certains clubs. Et donc, en fait, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles. Et ça sera demain au club, évidemment, en continuité avec leur projet club, de proposer des choses. Et puis aussi, en fonction des réalités de territoire, j'ai vu un commentaire quelque part, et je sais que c'était cher à notre ancien président de fédération, mais il y a des territoires où, par exemple, chez les jeunes, des filles ne vont pas avoir d'opposition localement, et donc le faire jouer avec des garçons, ça va aussi permettre ce genre de choses. Donc c'est intéressant à tout niveau, c'est pas juste intéressant et on pense pas qu'aux adultes en disant ça, mais ça a un vrai intérêt dans la progression de tous les joueurs de la communauté. Alors, question suivante. Là, il avait été évoqué la notion de non affilié ou non licencié. Est-ce qu'on peut préciser si le classement permettra à des joueurs qui sont affiliés à d'autres fédérations ou simplement non licenciés pourront rentrer dans les compétitions? Je vais répondre à celle-là parce qu'elle est un peu particulière. En fait, l'idée, c'est plutôt de dire aujourd'hui, le classement, c'est un moyen d'hameçonner, dirons-nous, quelqu'un qui n'est pas dans la fédération. Alors, qu'il soit non affilié à la fédération, mais dans une autre fédération, mais affilié dans une autre fédération, ou qu'il soit non licencié dans aucune fédération. En tout cas, c'est un moyen de communiquer. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, on leur permettra de faire des tournois? Ça, c'est pas encore tranché. Mais la question, c'est plutôt de dire, et l'angle, c'est plutôt comment on peut permettre à quelqu'un qu'on voit jouer de très rapidement rentrer quelque part dans le classement pour qu'il puisse se dire, tiens, ça me donne envie d'aller y goûter un peu plus. Il est plus vu sous cet angle-là. Mais encore une fois, on est dans un temps long, à moyen terme. Mais comme on le disait, on a essayé de construire ce classement en anticipant des évolutions et des choses qu'on voit dans le monde du sport.
Autre question, est-ce que l'homogénéité du classement sur le territoire national a été prise en compte? L'exemple, c'est quelqu'un qui serait R5 dans la Creuse et le même niveau qu'un R5 en région parisienne. Oui, oui, bah alors évidemment, c'est des sujets qu'on connaît bien. Il y a des sujets encore plus différents avec les dom-tom en particulier, mais c'est un sujet dont on est bien conscient et donc on essaye de l'équilibrer au maximum. Après, mécaniquement, dans tout système, il y a besoin qu'il y ait en gros que les populations se mélangent. C'est-à-dire que pour que le classement soit et reste bien équilibré en termes de répartition géographique, il faut qu'il y ait un brassage des joueurs. Sinon, mécaniquement, c'est pas possible. Donc, on y fera attention. On y fait déjà attention et on y fera attention. Et on est bien conscient du truc. Et je vais même aller un poil plus loin, mais en fait, contrairement au classement actuel, où on peut créer des bulles inflationnistes, là, de fait, à moins que les joueurs jouent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps entre eux, mais en fait, vu que c'est un système où on s'échange des points et pas où on les cumule de plus en plus, on ne peut pas vraiment en fait emballer le système comme on peut le faire aujourd'hui. Et inversement, dès que quelqu'un, s'il a artificiellement gonflé pour X raisons, on va faire un tournoi de club et du coup veut le déclarer comme un tournoi par exemple, on peut créer une bulle, mais à très court terme, parce qu'en fait très vite on va se retrouver comme le classement a moins d'inertie, en tout cas ce système-là a moins d'inertie, je vais monter mais je vais rapidement être surclassé et donc en fait les joueurs que je jouais avant et qui me battaient potentiellement ou on était plutôt dans une logique qui était normale, là ça va compter comme une victoire ou une défaite anormale et donc très vite je vais reperdre plus de points. Donc l'idée c'est quand même que ces classements-là ils permettent de fluctuer plus vite et de se stabiliser autour du niveau de jeu réel beaucoup plus rapidement des personnes. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions sur les non-affiliés. On n'a pas dit que ça allait être demain, on dit juste que c'est un outil qui est utilisé par d'autres fédérations. Aujourd'hui, c'est une ouverture et une porte possible, c'est-à-dire que ça le permettra. On n'a pas dit que ça allait arriver demain et que ça allait être le cas encore une fois. Je dis juste que voilà, l'idée, c'est comment on peut essayer demain de s'en servir pour le faire. Alors, il y a énormément de questions qui tournent autour de la prise en compte de la défaite. Qu'en est-il dans ce futur classement? Alors du coup, comme donc j'ai expliqué tout à l'heure, un match, la différence de cote avec l'adversaire, je vais reprendre le slide, ce sera peut-être plus simple. La différence de cote avec l'adversaire, ça donne une chance de victoire, ce qui donne un nombre de points en jeu. Donc, tout simplement, si vous allez en tournoi, vous gagnez 2 matchs contre des adversaires moins forts, puis vous perdez contre un plus fort, vous allez gagner des points sur les matchs où vous avez joué, que vous avez gagné, et perdre des points sur le match où vous avez perdu. Et ce nombre de points dépend de la chance que vous avez de gagner, qui dépend de l'écart de cote avec votre adversaire, tout simplement. Donc, si vous jouez, pour donner un exemple concret, hein, si vous avez 500 points et votre adversaire en a 1000, a priori, vous avez beaucoup, beaucoup de chances de perdre. Donc, si vous perdez, vous allez perdre très peu de points, 2 points, 1 point, enfin voilà, très peu. Et l'adversaire, il va en gagner très peu parce qu'il avait 500 points de plus que vous, il avait énormément de chances de gagner. Donc, dans ce cas-là, ça change très peu. Enfin, je dis, vous allez en perdre 2, voire vous allez peut-être même pas en perdre. En revanche, si vous êtes sur quelqu'un qui a le même niveau que vous, là, vous allez gagner et perdre des points de manière plus, un plus grand nombre de points, quoi. Et si vous perdez un match alors que vous avez 500 points de plus que l'autre, là, vous allez perdre beaucoup de points. En fait, ce qui est important, c'est un truc qu'a dit Jules, mais c'est le système a beaucoup moins d'inertie. Donc, c'est pas grave de perdre des points ou de gagner des points, parce que si vous perdez plus de points que ce que vous méritez, vous allez très rapidement les rattraper. Ou si vous gagnez trop de points dans une bulle inflationniste, vous allez très rapidement les perdre plus tard. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais au début, c'est beaucoup plus rapide les corrections de sous et de surclassement, parce que c'est effectivement comme ça que ça se passe. Question suivante qui concerne la purge du classement. Est-ce que dans le futur classement, on aura aussi ce phénomène de purge avec une date qui est fixe, avec une purge qui est glissante? Voilà, qu'en est-il de ce point en particulier?
Oui, alors très important, la purge aujourd'hui, elle a un impact sur le classement puisque les lettres qui sont attribuées aux joueurs le sont en pourcentage du nombre de licenciés. Donc comme ça change le nombre de licenciés, d'enlever les personnes qui ne se relicencient pas, et ben effectivement, c'est ça qui fait bouger tous les classements. Donc il y aura, en fait, vu qu'on est sur un système inflationniste, il y aura une entre guillemets purge annuelle, mais qui ne sera pas vraiment une purge, puisque votre classement, a priori, n'est pas censé dépendre du nombre de licenciés. Mais donc, pour répondre à la question, il y aura un contrôle des points chaque année, c'est-à-dire on fera perdre des points à tout le monde une fois par an pour réguler l'inflation, en fait pour venir corriger l'inflation qu'il y a eu pendant toute l'année. Mais pas de purge au sens ça bouleverse votre classement comme ça peut l'être actuellement. Et le nombre de licenciés n'impactera pas votre classement, du coup. Question qui tourne autour de l'actualisation du classement. Donc là, il me semble que ça avait été répondu, mais je la repose quand même. Est-ce qu'on va avoir une réactualisation qui se fera chaque semaine? Oui. Bah, a priori, c'est un point positif du classement actuel. Tout le monde est d'accord pour dire ça, donc ça va très probablement pas changer. Alors, je mets juste tout le monde. En fait, pour rappel, hein, dans la méthodo, on a été interrogé des professionnels, les élus, mais aussi des gens pendant les IFB, notamment, on avait fait passer des questionnaires. Et c'est quelque chose qui est relativement plébiscité. Donc, encore une fois, l'idée, c'est plutôt de garder ce qui semble plaire aux gens, même si j'ai vu des remarques sur la difficulté parfois pour les organisateurs. Ça fera partie des points qui restent à creuser, comme je vois beaucoup de questions qui sont très pointues. Pour rappel, aujourd'hui, on était vraiment sur la construction du système global et comme le disait Robin en préambule, il va falloir qu'on affine, rentrer, par exemple, donner combien on va perdre de points, les coefficients, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout réglé, ces questions-là. C'est-à-dire que maintenant qu'on a l'architecture globale, on va rentrer dans des points de détail. L'idée, c'est qu'on reviendra vous présenter au fur et à mesure l'avancée des travaux. Mais en tout état de cause, voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je réponds parce que je viens de voir un commentaire sur ma réponse précédente sur la purge et le fait que le classement soit non glissant. Donc c'est la question de Thomas qui dit vous avez dit non glissant, pourquoi vous dites sur l'année? En fait, qui dit classement légèrement inflationniste dit mécaniquement tout le monde, enfin le fait de jouer vous rapporte des points en moyenne. Donc petit à petit, les codes vont monter. Donc à un moment, il faut bien corriger, et c'est pas parce que vous, votre classement est calculé sur tout votre historique que chaque année, il ne faut pas faire une petite correction pour s'assurer qu'on est bien. Par ailleurs, cette correction peut permettre aussi, je rebondis sur la question sur les disparités géographiques, de vérifier chaque année les pourcentages de victoires en fonction des joueurs et de leur provenance géographique, et donc éventuellement d'appliquer des corrections différentes s'il y a eu des inflations localisées. Ça peut permettre de le faire. Voilà. Alors, une question qui a été posée concernant les classements, mais les classements de nos voisins. Donc, j'imagine que c'est sous-entendu les Belges, les Danois, les Anglais, les Allemands. Est-ce qu'on s'est inspiré de ce qui se passe à l'étranger, et est-ce qu'à l'étranger, il y a des classements qui sont plus fiables que le nôtre? Alors, bon, plus fiable que le nôtre, je pense qu'il faut pas. Enfin, c'est compliqué de parler de fiabilité parce que c'est très compliqué à exprimer. Enfin, il n'y a pas de calcul qui puisse déterminer une fiabilité de classement, hein, puisque le classement, c'est contre qui vous jouez, mais en fonction de contre qui vous jouez, vous allez avoir des chances de gagner ou perdre. Maintenant, sur la question, alors le classement belge, je le connais assez peu, mais il me semble qu'il était basé sur le CPPP d'avant, enfin sur le CPPP. Sur le classement danois, je sais qu'on va être très proche. Sur les autres classements, du badminton, hein, j'entends, je ne saurais pas vous dire. Mais je sais le classement du danois est très similaire à celui-là. Donc voilà. Après, sur les autres pays, j'ai pas de. Sur spécifiquement le badminton, je ne peux pas me prononcer. Après, c'est un classement qui est assez aussi proche du ping-pong, par exemple, en France. Ouais, je pense que ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'on a quand même échangé avec Badminton Danemark, mais on a aussi été voir largement en dehors du badminton. C'est-à-dire que ce n'est pas que le badminton. Et comme on le disait, on va avoir un classement qui est très différent de BWF. Pourtant, c'est le même sport, mais parce qu'ils répondent à des objectifs différents aujourd'hui.
Et donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut aussi aller voir d'autres sports. Le ping-pong, par exemple, c'est intéressant. Alors, tennis de table, pardon, on va prendre la terminologie exacte. Mais parce que sport de raquette, finalement, 1 contre 1 ou 2 contre 2, on a des systèmes relativement proches. Et donc, c'est intéressant de voir aussi comment ils font. Donc oui, évidemment. Et c'est aussi l'enjeu de faire venir des gens comme Léo, hein, l'universitaire, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles. C'est de nous expliquer comment fonctionnent d'autres gens. Pour rappel, Léo est quelqu'un c'est un grand spécialiste français du classement. Donc, il nous a aidé beaucoup à construire, à identifier les problématiques et à les structurer d'un point de vue académique, je dirais, et dans l'approche. Pour ajouter un petit truc sur ce qu'a dit Jules, ça c'est le nombre de matchs et de résultats par joueur en fonction des années. Vous pouvez voir que les interclubs occupent une très très grande place en nombre de matchs, puisqu'il y en a quasiment bientôt plus, alors là il faudrait l'actualiser, mais que des matchs de tournois individuels. Donc on a un panorama compétitif aujourd'hui qui mixe énormément interclubs et tournois au sens classique. Contrairement à la BWF où c'est évidemment 95%, si ce n'est pas 99%, de tournois à élimination directe uniquement et sans pool. Voilà. Question suivante. Pourquoi on continue à faire un système inflationniste pour inciter les gens à jouer plus alors que cela n'a pas fonctionné en 8 ans? C'est une excellente question. Je ne saurais pas, à part dire que on espère que ça fera jouer plus, je ne saurais pas forcément répondre à cette question. En fait, c'est pas parce que un classement est inflationniste que les joueurs vont décider de jouer. Enfin, ce qu'on a vu sur l'ancien classement, pardon, c'est que sa méthode, disons, ne poussait pas forcément réellement les joueurs à jouer. Là, est-ce qu'on va réussir, avec ce gain de points supplémentaire à 0, à avoir plus de matchs? Je ne sais pas. Je l'espère, mais seul l'avenir nous le dira, quoi. Ouais, je pense, ça fait partie des petites adaptations du classement et ça fait partie des petites discussions qu'on a en cours. Hein, et c'est de se dire, en fait, c'est un peu déceptif, une somme nulle. Et en fait, une légère inflation pousse quand même une espérance supérieure à 0. Et donc ça, mathématiquement, on se dit que c'est un levier de motivation. Je suis d'accord, hein, le problème, en tout cas, ça n'a pas complètement réussi aujourd'hui, mais le système de classement sera quand même très différent. Et en fait, l'inflation reste un moyen de motiver des gens. Et on espère, mais encore une fois, peut-être que ça ne le sera pas. Et en tout cas, le but du jeu, c'est pas de faire des possibilités d'inflation comme elles existent aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a des telles possibilités d'inflation qu'elles sont préjudiciables au système. Là, on est plus pour une petite inflation pour que dans chaque match, on ne soit pas à plus 10, moins 10, mais qu'on soit à plus 10, moins 9. Et du coup, il y a un point qui a quand même été gagné dans le fait de jouer. Voilà. Oui, comme l'a dit Théo dans le chat, c'est bien vu. C'est plus dans une optique aussi de ne pas s'empêcher d'aller jouer parce qu'on risque de perdre plus qu'on gagne. C'est aussi dans cette optique-là. Voilà. Pourquoi conserver le système de lettres alors qu'un classement Elo se suffit largement à lui-même? Alors sur le système de lettres, il n'a pas parce que j'ai vu, il y a eu la question plein de fois. C'est pas est-ce qu'on doit mettre des lettres ou pas mettre de lettres? C'est pas une question qui a été tranchée aujourd'hui. Donc je ne peux pas vous donner de réponse à si on va garder des lettres, enlever les lettres. Il y a pas mal de gens qui nous disent il faut les enlever. Donc peut-être qu'elles seront enlevées. Mais peut-être. Enfin voilà, ça n'a pas été décidé en tout cas. Ce qui est très important, hein, la cote, c'est une valeur comme votre moyenne. Et même aujourd'hui, une moyenne, la cote qu'on a, la moyenne, on peut la lire telle qu'elle. Et on pourrait comparer tous les classements juste à partir des chiffres. Les lettres N, R, etc., c'est de la cosmétique. C'est-à-dire que c'est un moyen de regrouper, de faire des sous-ensembles, mais c'est de la cosmétique aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut différencier. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous présente, c'est le système de cote et le système Elo, qui est un système mathématique qui est possiblement utilisé dans ce cas-là, va fonctionner, hein, et ça sera celui qui va déterminer la cote. Et ensuite, la façon dont on le présente et dont on regroupe, c'est un deuxième temps. Donc en fait, ce n'est pas une question que ça se suffit ou pas, la cote Elo.
Encore une fois, on pourrait très bien dire qu'il n'y a plus de lettres et personne n'est R ou D, il a juste son nombre de points en fait. Mais c'est une autre façon de le présenter parce que, encore une fois, comme on le disait, DRN par exemple, ça avait une logique de dire, bon ok, je suis un joueur plutôt de niveau départemental, etc. Ça permet de regrouper et de se dire, je suis à peu près à ce niveau-là et donner quelque chose un peu plus fixe qu'une cote qui bouge à chaque match. Question suivante. Est-ce que a été pris en compte dans l'élaboration du classement, en tout cas, est-ce qu'il y a une réflexion en cours sur les WO dans les tournois? Oui, alors il n'y a pas forcément de raison que ça change par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors pour information, un WO n'est pas compté comme un match gagné, pour que tout le monde sache, hein, si tout le monde ne sait pas. Un WO n'est pas compté comme un match gagné. Un abandon, donc une fois que les joueurs sont rentrés sur le terrain, est compté comme un match gagné. Ça, il n'y a pas forcément de raison que ça change. En tout cas, c'est pas un truc qu'on a pour l'instant prévu là-dessus. Ouais, et je pense que c'est important aussi de préciser que ça, on est sur encore une fois, hein, on est sur les petits détails de, à la fin, comment on gère ces cas particuliers. Et on l'a dit, il y a une liste de cas particuliers, de petits points qu'on va gérer. J'ai vu une question sur les internationaux. C'est pareil, évidemment, le très haut de la pyramide qui joue quasiment plus en France. Évidemment, il faut qu'on y pense. Mais voilà, ça, on est plutôt sur ce qui arrivera à la fin, quand le système il sera solide sur 99% du spectre, on va dire. Ouais, je rappelle que dans les prochaines étapes, il y a des simulations. Donc évidemment, si on voit que, par exemple, il y a des abandons qui ont donné beaucoup trop de points à des gens, on ajustera, etc. Donc, D'ailleurs, je vais peut-être prendre une question dans ce sens-là. Je ne sais pas si Alexandre, tu allais la poser, mais j'ai vu passer beaucoup de commentaires sur comment allait se dérouler demain, le passage, etc. Pourquoi on prend tant de temps? Justement, pour faire beaucoup de simulations. C'est important pour voir ce que ça donne, pour voir comment ça évoluerait. Et une des raisons aussi qui peut prendre du temps et qui sortira peut-être pas en 2024-2025, outre le fait qu'il faut changer tous les règlements, préparer les outils informatiques, etc., il va y avoir aussi une notion de qualité. Et pour embarquer les gens, si rien n'est prêt un mois avant et qu'on n'a pas pu préparer tout le monde, et voilà, encore une fois, je pense que pour que demain ça se passe bien, il faudra que tout le monde ait pu avoir le temps de comprendre, de voir ce qui se passe, etc. Et donc ça fait partie aussi un peu de nos enjeux, c'est-à-dire de réussir à faire une proposition qui, voilà, avec les bonnes étapes pour vous expliquer comment on le fait ce soir en amont, de refaire demain quand on aura ficelé plus de choses. Et puis, voilà, ça fait partie de la conduite du changement, je dirais, de pouvoir simuler, mais de simuler aussi un peu en live avec vous demain dans le classement. Comment valoriser les matchs récents sur un classement non glissant comme celui-ci? alors, je vois d'où vient le fond de la question. Non, ils sont volontairement pas plus valorisés. Enfin, en fait, votre classement, il est majoritairement fait de facto dans un classement non glissant basé sur les matchs par vos matchs les plus récents. Puisque si vous êtes sur une série de 15 victoires, ça veut dire que vous venez de gagner 15 fois des points. Donc, votre classement, il a probablement fortement monté. On ne prend pas en compte, parce que pour les informations techniques, pour ceux qui souhaitent le savoir, il existe des modèles qui prennent en compte tout l'historique, mais qui du coup vont recalculer a posteriori les classements, etc. Le fait de ne pas introduire de coefficients historiques sur les matchs permet d'être beaucoup, beaucoup plus simple d'un point de vue règlement et d'un point de vue informatique, accessoirement, puisque du coup, votre classement, il est extrêmement simple. C'est votre classement de la semaine dernière, plus la somme des points que vous avez gagnés et perdus depuis la semaine dernière. Donc, c'est on ne peut plus simple. Rajouter des coefficients, etc., introduit beaucoup de complexité pour des effets pas forcément extrêmes en termes de justesse. Pour information, scientifiquement, ça permet d'être un petit peu plus précis, mais le pourcentage gagné est très très faible. Donc on a estimé que la complexité n'en valait pas la chandelle, tout simplement. Et informatique et de règlement. Je reviens sur une question qui tourne autour des internationaux. Est-ce que les points acquis sur des compétitions BWF, BE ou autres seront pris en compte dans le futur classement?
Alors, très bonne question. Sur les internationaux, alors c'est pas forcément figé, mais en gros, ce sera pas ils vont être pris en compte pour que, de manière, le but, c'est juste que le classement français, des tops français, reproduise le classement international. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire très simple, si vous êtes dans le top 250 BWF, s'il y en a ici, vous aurez le même classement en rang, hein, je parle, en France. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes premier français à la BWF, vous serez premier français au classement français. Même si le joueur ne fait aucun, parce que c'est le fond de la question, mais même si le joueur ne fait aucun match en France. Une question suivante. Comment la bascule va se faire lorsque ce nouveau classement sera retenu? Alors, c'est une bonne question. Donc, notre classement actuel, il est exponentiel, puisque vous savez que c'est en palier de x2. Alors, depuis que les seuils de classement sont au nombre de licenciés, c'est plus tout à fait vrai, mais en tout cas, il y a quand même un effet exponentiel dans les classements. L'idée est de faire un tableau de correspondance, donc en gros, tout simplement, un classement actuel donne un classement dans le nouveau système, de manière à conserver tous les points que vous aurez acquis d'ici là, et garder en fait le même ranking, c'est-à-dire que le ranking le jour d'avant de la bascule et le jour d'après sera le même. Question suivante. Est-ce qu'il y aura une modification des prises de points par rapport aux compétitions? Donc pour expliquer, là aujourd'hui, on a des compétitions, par exemple le circuit élite, qui permet d'obtenir plus de points aujourd'hui qu'un quart de finale sur des championnats du monde de badminton, et donc un niveau que des joueurs français à aujourd'hui pourraient ne peut-être jamais atteindre, en tout cas quand ils jouent sur le circuit élite, où des fois on gagne plus de points sur des interclubs que des compétitions privées. Donc est-ce que ça va être revu et corrigé? Puisqu'on est sur un système basé sur l'adversaire et non pas sur le tournoi, déjà, le fonctionnement est quand même bien différent. Par rapport du coup, la question n'a pas vraiment lieu d'être, entre guillemets, dans ce nouveau système. Enfin, je la comprends, mais du coup, ça ne peut pas arriver par construction, quoi. Question sur un match et le nombre de points qui pourraient être gagnés si je gagne en 2-7, 21-5, 21-5, et non pas en 3-7. Est-ce que je gagne plus de points dans ce cas de figure? Alors, on a évoqué la possibilité, on a décidé de ne pas le faire. Ça introduit beaucoup de complexité et c'est pas forcément hyper. Ça permet pas d'être beaucoup plus juste, quoi. Donc non, on ne prendra pas en compte le nombre de sets ou le nombre de points que vous avez gagné. Donc si vous éclatez votre adversaire ou que vous vous faites éclater, ou que le match est très serré, ça ne changera pas forcément. D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose que je n'ai pas dit pendant la présentation. Comme l'écart de cote avec l'adversaire permet de calculer une probabilité de victoire, cette probabilité de victoire permet de calculer la probabilité de gain d'un set, qui permet de calculer la probabilité de gain d'un point. Et ça, c'est important parce que, par construction, en fait, ça permet de calculer, quand vous n'avez pas la même cote que votre adversaire, combien de points il faudrait vous donner initialement pour rendre le match équilibré, c'est-à-dire avec 50% de chance de victoire chacun. Donc en gros, c'est une possibilité qui va être ouverte par ce système. Ça ne présage pas du fait qu'on le fera ou pas, mais une des possibilités, typiquement quand on était dans permettre plus de formats, plus de types de tableaux, plus d'oppositions, on pourrait imaginer demain des matchs à handicap où si vous avez 500 points de moins que votre adversaire, vous commencez à, j'en sais rien, 12-0. Je ne sais pas à quel score il faut commencer réellement. Enfin, c'est une étude qu'on n'a pas faite. Comme je l'ai dit, c'est une possibilité. Ce n'est pas un truc qu'on a prévu là, mais en tout cas, ce sera une possibilité. Donc, petite note sur les points gagnés. Ce type de classement permettra éventuellement de faire des matchs à handicap.
Qu'en est-il du classement des jeunes qui peuvent monter plus facilement au classement alors que quand ils vont jouer contre des adultes, ils n'ont pas forcément le niveau requis? Ouais. Alors, comme on l'a dit, une cote, c'est une représentation du niveau de jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, que vous soyez homme, femme, jeune, vétéran, etc., etc. Donc, on fait le maximum pour faire en sorte que d'équilibrer bien tout pour que justement un jeune ait le bon nombre de points, quelle que soit la catégorie dans laquelle il joue, enfin, quels que soient les adversaires auxquels il est confronté, tout simplement. Donc c'est l'idée. Pour info, on regarde de près comment ils gèrent ce problème au Danemark. Ils ont un système un peu spécial pour gérer ça. Voilà, enfin, c'est un problème dont on est conscient et on regarde précisément. On verra à la lueur des. Enfin, là, on est vraiment dans l'affinage, donc dans la prochaine partie. Aujourd'hui, à part dire que c'est un. Enfin, on est bien conscient et on regarde bien là-dessus. Précisément, savoir à quel point on va y arriver, je ne peux pas répondre. Ouais, moi, je rajouterais juste une chose, hein, c'est qu'aujourd'hui, un public comme celui des jeunes, où on sait dans les compétitions, etc., ils vont gagner des points, il y a des compétitions jeunes, etc. Et finalement, se créer une espèce de dimension parallèle, je dirais, en termes de classement, on a beau avoir la même moyenne, elles ne veulent pas dire grand-chose parce qu'en fait, ces publics-là, comme il n'y a pas d'effet sur une défaite, le jour où ils arrivent en senior, même s'ils perdent, en fait, il n'y a pas d'effet de compensation. Dans ce système-là, comme il y aura un échange de points sur la même cote, très vite, dès que des enfants vont aller jouer avec des adultes ou avec des vétérans d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, comme ça représentera un niveau de jeu réel vis-à-vis de toute la communauté, si jamais un gamin qui commence à jouer en senior se met à perdre parce qu'il était trop haut, ça va réajuster. Et en fait, on va avoir tout un système en cascade quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que des benjamins qui vont jouer en minime, vu que les minimes jouent en adulte, la cote sera quand même déjà un peu plus claire. Donc le benjamin qui est un peu surcoté, il va perdre un peu plus de points quand il va aller en minime. Et l'idée, c'est quand même que assez vite, et c'est le principe de ce classement, c'est qu'on est à un endroit, le match il fait monter ou descendre de plus ou moins fort, en fonction, vous l'aurez compris, de la normalité ou de l'anormalité du résultat par rapport à la cote. Et donc, c'est quand même un système qui s'équilibre beaucoup plus vite et qui, en fait, permet de crever ces bulles d'inflation beaucoup plus rapidement. Donc, même si elles existeront, parce que de fait, les jeunes joueront quand même beaucoup plus de matchs entre eux, etc., dès qu'ils vont être confrontés à d'autres publics plus âgés, etc., qui eux-mêmes jouent plus contre des seniors, qui est la population la plus grande en termes de nombre, ça équilibre beaucoup plus vite, en fait, ces questions-là, et ça permet de beaucoup moins créer ces bulles. Quid des pertes de points en cas de blessure ou arrêt? On est vraiment sur une question d'affinage, donc je pense que c'est trop tôt pour répondre. On verra en fonction des simulations. Sur le principe d'évolution, il manque néanmoins, je pense, le niveau du joueur qu'on affronte. Un P12 qui bat un P11 gagnerait à peu près la même chose qu'un N2 qu'un N2 contre un N1. Comment garantissez-vous la pyramide? L'assertion qu'un P12 qui bat un P11 gagne autant qu'un N2 qui bat un N1, est un peu fausse parce que du coup, on n'a pas présenté de coefficient, on est loin d'avoir ces nombres-là, donc je ne pense pas que l'assertion de base dans la question n'est pas vraie, donc je ne sais pas s'il y a vraiment une question. Je pense que l'idée, c'était de dire, est-ce que quand on a un classement d'écart, on a potentiellement la même variation? La réponse est non. C'est une question de cote, en fait. Et donc, ça va être vraiment l'écart à la cote. Et donc, l'idée, c'est plutôt de dire, si je bats un P11, aujourd'hui, quelque chose qui est très déceptif dans le système, c'est je vais prendre un système, je joue en D7, je gagne un tournoi D7, je ne monte pas R6. Parce qu'il y a une énorme inertie, comme on l'a compris. L'idée, c'est vraiment plus de se dire, si j'ai battu plusieurs D7, c'est que probablement je suis quand même un peu meilleur que des D7 et donc très vite pouvoir monter vers du R6. Et si je suis bien classé, je devrais faire aller une victoire sur deux et donc je resterai à peu près dans ce niveau de cote. Si je suis toujours mal classé, je vais jouer un R6, assez vite, je vais monter plus haut. Et donc, c'est un peu ça la logique de la chose. Et donc, le N1 ou le P12, en fait, c'est la cote, c'est l'écart de cote. Encore une fois, ils vont être peut-être semblables parce que c'est un cran, mais il y a une logique qui est juste, en fait, qui est la probabilité de gagner et le nombre de points dans la cote n'est pas exactement le même. Ouais, et alors, quand même, pour rajouter quelque chose et répondre quand même un peu à la question, en général, les écarts de cote sur les classements hauts sont bien plus grands
que les écarts de cote sur les petits classements. Donc non, un N2 qui bat un N1 gagnera plus de points qu'un P12 qui bat un P11. Alors, question suivante. Une simulation de l'état des classements et des conseils pour l'organisation des tournois seront-ils fournis avant le début de saison pour les clubs qui ont des tournois en début de saison? Oui, du coup, on parle de la saison 24-25, je rappelle. Donc, dans la partie développement, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis ici, mais on a prévu de travailler avec les organisateurs de tournois, les officiels techniques. Donc ici, vous avez principalement l'informatique qui est aussi évidemment très concerné par ce sujet. Mais on va travailler avec tout le monde, y compris les organisateurs de tournois, pour s'assurer que la transition puisse se faire de manière très fluide. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important. Il y a eu des interclubs aussi qui ont été posés, les règlements d'interclub. Quand on dit en fait la gestion de projet, et certains disent ça a l'air bien avancé, pourquoi on ne va pas plus vite? Malheureusement ou heureusement, la fédération, elle a beaucoup de niveaux, elle a les ligues, elle a les comités. Ça demande du temps à tout le monde de s'adapter. Et donc, l'idée, c'est de le faire bien et pas dans la précipitation. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir expliquer pour pouvoir faire comprendre le plus rapidement et le mieux possible à tout le monde la cohérence et la logique de ce système. Mais après, il y a quand même toute une phase de mise en œuvre qui est importante et qu'il ne faut pas négliger aussi. La mise à disposition d'outils tels que des guides, etc., en font partie, bien évidemment, pour faciliter le travail de tout le monde. Donc, voilà, il faut avoir en tête, et pareil, il y a des souhaits, je rebondis sur quelque chose, mais par exemple, l'actualisation hebdomadaire, c'est un souhait et a priori, c'est plutôt plébiscité. Si pour X raisons dans le système actuel, ça rend impossible l'organisation des tournois, ça sera peut-être quelque chose qui sera remis en cause et qui sera pondéré. Donc là encore, ce qu'on vous présente, c'est des résultats initiaux, qui nécessitent pour chacun, et c'est à ça que vont servir les simulations aussi, de mieux comprendre et d'affiner au fur et à mesure tous ces éléments-là pour permettre d'avoir une mouture finale qui, quand elle arrivera, fera du sens pour tout le monde. Question suivante. Allez-vous garder les lettres NRDP? Oui, du coup, on a déjà répondu. Mais pour répondre, on ne sait pas. C'est la cosmétique pour l'instant de comment on le présente. Et cette question-là, elle arrivera après. Elle arrivera plutôt à la fin, justement, dans l'organisation des tournois. Elle a surtout cette fonction-là. Parce qu'en fait, même sans NRDP, demain, et comme dans d'autres sports, certains, ils parlent juste de leur cote. Aux échecs, je suis un joueur à cote 1000 ou je sais pas, ou un truc comme ça. Et en fait, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est aussi une habitude qui a été prise dans ce sport-là et de parler comme ça. Nous, il y a cette habitude-là. Après, est-ce qu'elle correspondra ou pas au mieux demain au classement avec tout ce qui va se mettre en place? Voilà, c'est pas tranché. Question suivante. D'après vous, si tous les matchs comptent, cela annonce-t-il la fin des tournois avec finale, demi-finale, donc en tableau, et de voir uniquement des poules uniques? C'est une excellente question. Je peux y répondre, moi. Ouais, vas-y. La réponse est non. La réponse est non. Et pourquoi? Parce que l'idée vers laquelle on veut aller, déjà, c'est d'ouvrir les tableaux. Donc, en fait, aujourd'hui, on a, si je caricature, surtout des tournois qui vont jusqu'en finale, ce qui ne correspond pas à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne viennent pas à la compétition parce qu'on n'a que ce format-là. Donc déjà, c'est important que ce format en poule, par exemple, il se développe, et moi, j'y suis très favorable, et qu'on puisse le rendre possible. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut dévaluer l'intérêt des compétitions et de ceux qui aiment faire des compétitions tout le week-end. C'est juste potentiellement des publics différents. Et donc, il faut pouvoir y répondre aussi. Et notamment, une des idées qu'on aimerait potentiellement pousser, pour ceux qui connaissent, il y a le circuit élite pour les meilleurs joueurs français, alors pas l'équipe de France, mais juste après, en gros. C'est potentiellement demain d'avoir sur le même format des compétitions qui seront par exemple identifiées, qu'un cahier des charges, et comme on le disait, qui pourront être valorisées avec un coefficient. Ce qui voudra aussi dire qu'il y aura un intérêt supplémentaire, comme les interclubs aujourd'hui sont survalorisés, en fait, c'est de dire des compétitions comme ça, et qui seront identifiées comme des belles compétitions fédérales, en tout cas faites par la communauté plutôt, on sera aussi en capacité de les accompagner et de les valoriser différemment et de leur dire, en fait, vous aurez des éléments d'attrait, par exemple, potentiellement plus importants. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Oui, ça permettra potentiellement, ça sera un peu moins des compétitions comme aujourd'hui, mais parce qu'elles sont un peu
je dirais, en situation de monopole. Et l'idée, c'est plutôt d'ouvrir le champ des possibles. Ouais, quand on voit l'historique de ce qui se passe, on voit que les interclubs, typiquement, augmentent énormément et est un format hyper plébiscité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le format ou pour d'autres raisons, je ne saurais pas l'analyser, mais en tout cas, là, vous avez une vision claire de quels tournois sont enfin, quel type de tournois aujourd'hui sont les plus favorisés. Question suivante. Oui, il est 21h, Alexandre. Peut-être que c'est la dernière question. Et après, comme on le disait, on va être obligé d'arrêter la vidéo pour libérer les professionnels. En tout état de cause, juste avant la dernière question, je voulais vous dire merci. Merci d'avoir participé. Et comme on vous le disait, on essaye de rassembler les questions, de prendre le temps de les synthétiser et d'essayer de vous apporter un maximum de réponses, d'ici la rentrée sur ces sujets-là. Mais un certain nombre, encore une fois, ne sont pas nécessairement elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre, parce qu'il y a encore plein de détails qui doivent être vus par le groupe de travail. Alors, dernière question. Ne pensez-vous pas que d'amener rapidement les joueurs à leur niveau réel de jeu risque de faire que les joueurs vont toujours rencontrer les mêmes joueurs? Quel intérêt, dans ce cas, de faire des tournois? La question sous-entend, c'est marrant parce que la question sous-entend que notre système actuel place pas du tout les joueurs au bon endroit. Donc c'est assez rigolo. Mais non, je pense que il y aura toujours des évolutions. Il y a des gens qui montent très vite et qui du coup se retrouvent face à des gens contre lesquels ils n'ont pas forcément joué. Et puis même, après, ça dépend peut-être je sais pas, de l'expérience de chacun. Mais moi, je pense pas que ça risque d'en arriver là. Et après, une fois de plus, quelle amplitude de classement en termes d'inscription, hein, vont laisser les tournois? Est-ce que c'est à plus ou moins 50 points près, 100 points près? Je ne sais pas. On ne le sait pas aujourd'hui, ça dépend du format aussi. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui présage de ça, en tout cas. Enfin, il n'y a pas de raison de s'en inquiéter particulièrement. Voilà. Désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions, parce qu'il y en a eu énormément. Enfin, du coup, comme l'a dit Jules, on va y répondre en off et on vous enverra le fichier. Mais un très très grand merci à tous d'avoir été là, d'avoir posé autant de questions. Si vous avez un retour, vous avez le lien, un retour à nous faire au groupe de travail, n'hésitez pas à le mettre sur ce petit formulaire. Il n'y a qu'une question, hein, c'est hyper court. Donc on lira tout ça. On lit vos commentaires sur Facebook, etc. Donc merci beaucoup à tout le monde. Et merci encore à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet, et à la Fédé pour l'organisation de ce webinaire. Et bien sur ce, merci à tous, bonne fin de semaine, et puis on se retrouve très vite sur des terrains, sur d'autres sujets, sur des événements, et bonne continuation à vous, et bonne fin de saison pour ceux qui jouent encore.